Silver Eco le podcast vous présente Parole d'expert, un podcast enregistré lors du festival international Silver Eco Bien Vieillir au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré à iCop, un outil innovant de l'OMS dédié à la santé et au bien-être des personnes âgées. Avec la participation de Frédéric Garlot, directrice nationale de l'action sociale de l'assurance retraite, Leila Isher, directrice de cabinet du directeur général et affaires stratégiques du groupe IRSEM, Bertrand Fougère, professeur de gériatrie au CHU de Tours, Isabelle Carry, chef de projet à l'IHU Health-Age, Justine de Kérimel, chef de projet au sein de l'équipe régionale vieillissement et prévention de la dépendance de l'IHU Health-Age. Ce podcast est animé par Marie Offray, journaliste et directrice des rédactions de Notre Temps. Moi, je suis Marie Offray, je suis directrice des rédactions du magazine Notre Temps. Voilà. Et je suis ravie d'accueillir ici Frédéric Garlot, qui est directrice nationale de l'action sociale de l'assurance retraite. Bertrand Fougère, le professeur de gériatrie au CHU de Tours. Alors, nous avons un binôme, Isabelle Carrier et Justine de Kérimel, qui sont respectivement chefs de projet à l'IHU Health-Age et chef de projet à l'équipe régionale, je pense qu'il y a une petite nuance, vieillissement et prévention de la dépendance à l'IHU Health-Age également. Et vous êtes Leila Isher, et vous êtes directrice de cabinet, directrice des affaires stratégiques au sein du groupe IRSEM. J'ai lu dans Notre Temps, une excellente revue, que c'est un outil innovant développé par l'Organisation mondiale de la santé avec le Gérontopole de Toulouse pour surveiller et améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez, pour commencer, dire juste un mot. On a dit innovant, c'est dans le titre. Un outil innovant, est-ce que c'est autre chose qu'innovant ? Est-ce qu'il y a un autre mot qui vous vient ? Inclusif. Participatif. C'est une approche positive du vieillissement. D'accord. Démarche de parcours. D'accord, très bien. Ça en dit un petit peu. Vous avez vu notre table ronde réunit des experts donc en santé publique, en gérontologie, en technologie de la santé aussi. Et donc là, le but de cette table ronde, c'est d'examiner comment iCop peut aider à identifier les personnes âgées à risque de déclin fonctionnel et à mettre en place des interventions de soutien. Voilà, moi je propose de commencer par vous, par notre duo. Voilà, est-ce que d'abord, selon vous, j'ai bien résumé iCop et qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus ? Alors, pour vous reprendre juste iCop, donc c'est un programme. C'est pas seulement un outil. Voilà. Donc c'est vraiment un programme de prévention de la perte d'autonomie. Donc l'Organisation mondiale de la santé a lancé en 2019, à l'issue donc d'un grand brainstorming d'experts internationaux. Donc ils ont publié fin 2019 ce programme de prévention qui est basé en fait sur l'évaluation de 6 fonctions essentielles au bien vieillir, que sont la mémoire, la nutrition, la vision, l'audition et la mobilité. Donc, je disais participatif, on est vraiment sur une approche centrée sur les fonctions et non pas sur l'organe. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est de réduire le nombre de sujets dépendants dans le monde. Voilà, donc c'est un programme donc, qui est basé sur l'évaluation de 6 fonctions essentielles au bien vieillir, donc la mémoire, la vision, la nutrition, l'audition et la mobilité. Donc en fait, c'est un programme qui se décline en 5 étapes. Tout d'abord, il y a une étape où on repère. L'objectif, c'est de repérer avec un questionnaire très simple qui évalue ces 6 fonctions. S'il y a un déclin sur une des fonctions, s'il y a un déclin, eh bien, la deuxième étape, ce sera de proposer une évaluation plus approfondie. Troisième étape, l'élaboration de ce qu'on appelle un plan de soins personnalisé. Quatrième étape, donc vraiment, c'est la mise en place et le suivi de ce plan de soins personnalisé, et donc de façon transverse, et aussi, bien sûr, l'implication des collectivités. Donc voilà, donc c'est vraiment un programme de l'Organisation mondiale de la santé. Et l'histoire fait que donc, nous, le Gérontopole du CHU de Toulouse, on est centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Et dès 2019, nous avons donc initié de déployer sur
la région Occitanie, donc avec l'équipe, ce programme. Vous vouliez parler de la formation des professionnels aussi? En fait, comment on a déployé ICOP dans notre région? On a 4 piliers, donc un système d'information efficace pour pouvoir le déployer avec une application qui s'appelle ICOP Monitor, qui est accessible pour les seniors et les professionnels de santé et non de santé. On a aussi du coup formé l'ensemble des professionnels de la région et puis avec le soutien du ministère de la Santé, on a mis en place une plateforme de e-learning avec plusieurs parcours. On a un parcours qui s'adresse aux soignants, on a un parcours qui s'adresse aux non-professionnels de santé aussi, qui doivent être formés pour pouvoir proposer le dépistage. On a formé à ce jour plus de 6000 professionnels de santé. En tête, on a les infirmières qui représentent presque 3000 professionnels, suivis des kinés. Donc c'est vrai que ce sont des professions qui montrent vraiment un intérêt dans la prévention et dans le dépistage et le maintien de ces 6 fonctions. Donc cette plateforme de e-learning, elle est en ligne, elle est gratuite, elle est accessible à tous, donc c'est www.icop-formation.com. Et en parallèle, on a aussi développé la communication pour le grand public, donc tous les seniors, toutes les personnes de 60 ans et plus, et aussi les professionnels de santé. Donc on a un site internet, on a déployé un site internet grâce au soutien de la CNAV aussi. Donc tout simple, icop.fr, vous retrouvez toutes les informations, que vous soyez professionnel ou bien senior. Et ensuite, on a une page Facebook aussi en Occitanie, là, qui permet de créer toute une communauté autour d'ICOP pour l'ensemble des seniors qui veulent être participatifs et acteurs de leur santé. En région Occitanie, pour permettre le déploiement plus efficace, on a créé une plateforme d'infirmières qui rappelle les seniors au bout de 24 heures, suite à une alerte qu'aurait généré le test. C'est vrai que les seniors sont ravis de cet appel téléphonique et surtout de ce suivi. On a des retours très positifs sur ce suivi, puisqu'ils savent que tous les 6 mois, une infirmière pourra avoir accès à leurs résultats, pourra les recontacter et alerter le médecin traitant s'il le souhaite, pour aller et essayer de comprendre ce qui se passe et pour aller plus loin dans la prise en charge. Et donc là, on est dans l'expérimentation nationale avec un article 51, financement article 51 pour les professionnels de santé, avec 9 régions en France. Et avec la loi du bien vieillir, il devrait être généralisé en janvier 2025 partout en France. Bertrand Fougère, vous êtes donc professeur de gériatrie, je le rappelle, vous êtes chef du pôle vieillissement au CHU de Tours et responsable de l'équipe régionale vieillissement et maintien de l'autonomie. Vous copilotez également le grand défi, dispositifs médicaux numériques et bien vieillir pour le ministère de la Santé et de la Prévention. Sur le programme ICOP, peut-être que vous pouvez préciser encore quelque chose? Est-ce qu'on a été déjà suffisamment... Alors oui, mes collègues ont été très complètes sur le programme ICOP. En effet, donc moi c'est ce que j'avais dit quand vous m'avez demandé le mot démarche parcours, on le voit bien en fait, l'idée c'est vraiment de faire rentrer les gens, et alors vous l'avez précisé peut-être au début en disant personnes âgées, en fait c'est d'essayer de prendre les gens quand même très tôt, puisque l'âge de départ du programme ICOP c'est quand même 60 ans. Et d'ailleurs, quand on dit aux gens que c'est des personnes âgées à 60 ans, ils ne se retrouvent pas du tout dedans. Et donc, il faut qu'on travaille aussi notre vocabulaire là-dedans. Et l'idée, c'est de faire rentrer les gens dans un parcours de soins le plus précocement possible. C'est une démarche de prévention, mais dans l'idée de se dire, justement, il y a la mémoire, par exemple, et c'est de dire, en fait, on va repérer les gens très précocement, dès les premiers signes, pour pouvoir ensuite faire une évaluation et des interventions qui vont être ciblées dans le temps et robustes dans le temps. Et pas attendre ce qu'on voit nous dans nos consultations mémoire, qu'en fait les gens arrivent aux urgences parce qu'ils ont été emmenés par les pompiers, parce qu'ils étaient tout nus dans la rue en plein milieu de la nuit, quoi. Alors que ça fait des années que ça dure. Donc vraiment l'idée c'est de faire rentrer les gens dans une démarche de parcours, de soins très précocement. Et en plus il a aussi un avantage quand même ce programme ICOP, c'est que quoi qu'il arrive il est dans l'éducation à la santé. Puisqu'en fait on se rend bien compte que les gens à 60 ans, enfin pour la majorité dans les résultats qu'on a, les gens à 60 ans, toutes les fonctions qu'on a citées, ils sont normaux. Les gens sont normaux, mais tant mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que, conclusion, on essaye de faire ancrer dans leur tête que la mémoire, l'activité physique, la nutrition, l'audition, la vision et puis le moral, en fait, c'est des fonctions qui sont essentielles pour leur vieillissement en santé. Donc, il a à la fois une démarche, j'allais dire, de santé en repérant des gens très précocement et aussi une démarche d'éducation à la santé qui est importante, ce programme ICOP.
Avec une valeur statistique également. Alors, une valeur statistique, mais qui pour le coup, pour l'instant, on est sur des territoires expérimentaux, puisque je ne sais pas si on n'en a pas parlé, mais pour l'instant, on est en fin d'article 51, donc ce que disait Justine, et après, derrière, c'est l'idée d'aller sur l'implémentation nationale. Donc pour l'instant, les données statistiques de tous les territoires, enfin, le ministère les aura peut-être à un moment. Est-ce que ça pourrait être aussi intéressant, enfin, personnellement, je pense que ça pourrait être intéressant. En ayant une implémentation nationale, on pourrait se dire, en fait, il y a plus de gens dénutris dans le sud-est, et donc potentiellement même en termes de ressources, de se dire, en fait, il faudrait peut-être mettre plus de diététiciens, de diététiciennes dans le sud-est, et il y a plus de troubles cognitifs dans le nord de la France, et donc il faut majorer les consultations mémoire. Objectivement, on n'en est pas là dans ce niveau de réflexion à l'échelle du national sur le programme ICOP. Parce que là, qui mériterait justement ça une vraie démarche, c'est-à-dire santé publique à l'échelle nationale, quoi. Les professionnels de santé, ils s'engagent dans la démarche? Alors, ils s'engagent. Si je réponds non, je vais me faire tuer. Non, c'est quand même dur, hein, enfin, objectivement. Ils s'engagent suffisamment. Il faut, et c'est d'ailleurs un des résultats qu'on sort de l'expérimentation article 51, c'est qu'il faut mobiliser même encore plus largement que les professionnels de santé. Et notamment sur l'étape numéro 1, le step 1, qui est l'étape de repérage, où en fait on se rend compte, et quasiment tous les territoires expérimentaux ont fait des choses hors article 51 pour pouvoir expérimenter avec d'autres professionnels qui peuvent être, c'est ce qu'on était en train d'en parler, il y a des professionnels de la Poste comme les facteurs, nous on fait intervenir des professionnels des conseils départementaux, des gens qui font de la téléassistance, on a des partenariats avec les opticiens mobiles qui vont justement au domicile des gens et qui peuvent faire du step 1, etc., etc. En fait, là vraiment il faut mobiliser le plus largement possible sur le step 1. Sur le step 2 qui est de l'évaluation, là on est plus sur des professionnels de santé. Après c'est difficile parce que en fait c'est pas dans une démarche habituelle du professionnel de santé. Vous allez chez votre médecin parce que vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, vous avez un symptôme et vous voulez qu'il vous diagnostique ce que vous avez par rapport à votre symptôme et qu'il règle votre problème de symptôme. Vous allez rarement chez votre médecin en disant tout va bien, est-ce que vous pourriez me faire un test pour peut-être me trouver une maladie? Et donc ni les gens ni les professionnels de santé sont pour l'instant complètement éduqués à ce mode-là. Et après, alors, un autre truc que j'avais pas perçu moi en fait au début, parce que ça me paraissait d'une logique implacable que cette démarche de prévention devait être, même pour les professionnels de santé, ça devait être assez simple. Et en fait, il y a un médecin généraliste qui à un moment m'a dit, mais Bertrand, j'ai déjà une file active de 1500 malades. Et en fait, là, tu es en train de me dire que je vais voir quelqu'un qui n'est pas malade, lui faire un test et tu vas me le transformer en malade. Et donc, j'aurai encore plus de malades. C'est vrai que dans le contexte qu'on connaît, c'est un peu de la science-fiction, c'est vrai. C'est qu'en fait, ils sont vraiment dans cette démarche curative, avec des ressources qui sont limitées aussi sur les territoires. Que ça soit... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que c'est plutôt le corps infirmier qui est d'ailleurs plus mobilisé, en fait, nous, si on le voit sur nos territoires, en termes de formation, d'action, etc., que les médecins généralistes eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils essayent déjà de régler le curatif avant même de régler la prévention. Mais il va falloir quand même qu'on y aille. Hein. Enfin, à un moment, quoi qu'il arrive, sur les évaluations plus approfondies, etc., ils ont quand même une place, et une place de coordonnateur aussi de l'ensemble des parcours et des soins qui est indispensable. Mais vous sentez que les patients ont envie de savoir. Faire de la prévention, oui. Mais est-ce qu'ils ont envie de savoir? J'entendais deux jeunes sportifs là, qui s'étaient testés pour les besoins d'un documentaire dire moi je sais que je vais développer un Alzheimer par exemple. Est-ce qu'on a envie de savoir si on va développer un Alzheimer avec en plus tous les biais que ça peut comporter? Donc est-ce que la prévention finalement, voire la prédiction c'est quelque chose qui nous tente tous? Alors, de la façon dont vous posez la question, c'est non. Mais en fait, c'est oui. Mais en fait, c'est oui. Mais en fait, c'est oui la réponse. Mais parce que l'idée, c'est de se dire qu'on va pouvoir retarder au maximum la perte d'autonomie. Et même si j'ai, pour l'instant, un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou une prédiction avec des risques, puisqu'on n'est que sur des risques, de maladie d'Alzheimer, quoi qu'il arrive avec un diagnostic plus précoce, alors déjà il y a toute la partie, je balaye un peu, mais toute la partie des essais thérapeutiques, etc., qui sont aussi en cours. Mais même si je vous fais un diagnostic de maladie d'Alzheimer, plus je vais le faire précocement, plus potentiellement on va pouvoir organiser des choses, etc., et faire en sorte que votre perte d'autonomie, elle soit la plus retardée possible. Après, pour votre début de question, est-ce que les gens sont prêts, est-ce qu'ils ont envie de savoir, etc., c'est aussi, là aussi, on a un vrai travail éducatif. En fait, on a dit que le programme ICOP, ça commençait à 60 ans. Mais enfin, à 60 ans, hein, si vous avez bu une bouteille de whisky tous les jours et fumé 3 paquets de cigarettes par jour,
même moi, gériatre, j'aurais du mal à faire de vous un vieux en bonne santé, quoi. Donc en fait, c'est tout au long de sa vie qu'il faut y penser. Et cette démarche de prévention, elle n'est pas encore complètement ancrée tout au long de la vie. Et l'exemple que je donne souvent, c'est la vaccination. C'est-à-dire qu'on a une couverture vaccinale en France qui est quand même très bonne chez les enfants. Jusqu'à 15 ans, on est à 95-96% de couverture vaccinale. Et quand on se retrouve à l'âge de 65 ans, où réarrive, entre guillemets, la vaccination pour la grippe, les gens qui ont une indication à la vaccination pour le pneumocoque, les rappels X ou Y, on avait fait un travail, nous, justement, en Indre-et-Loire, sur les gens qui avaient un statut vaccinal complet, à jour, à 65 ans, 13%. 13% des gens à 65 ans ont un statut vaccinal complet. Et pourtant, s'il y a une démarche de prévention, j'allais dire, qui est simple, connue, ancienne, et qui a fait largement augmenter l'espérance de vie sur les 50 dernières années, c'est la vaccination. Et pourquoi les gens ne se vaccinent pas ? C'est pas parce qu'ils sont tous anti-vax, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est qu'en fait, ils ne savent pas du tout qu'ils doivent se faire vacciner. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, entre l'âge de 15 ans et l'âge de 65 ans, personne ne vous parle de vaccin. Personne ne vous parle de démarche de prévention avec la vaccination. Donc si on veut aussi que la démarche ICOP, en fait, elle fonctionne et que les gens s'y retrouvent dans une démarche de vieillissement en santé, il faut aussi qu'on leur parle de prévention aussi tout au long de leur vie pour qu'au moment où on va y arriver, justement, on pourra y aller. Et ça, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, avant 55-60 ans, on fait de la promotion de la santé. À partir de 60-65 ans, c'est justement ces démarches de prévention primaire, c'est ICOP, jusqu'à l'âge de 75-80 ans, où après, on est plus sur une prévention secondaire de la décompensation des pathologies qu'on peut avoir aussi. Mais tout ça, il faut avoir cette promotion de la santé avant d'attaquer la prévention primaire, quoi. Vous, en tant que gériatre, vous recevez des gens dès 60 ans ? Alors, on a une consultation de prévention. À partir de l'âge de 60 ans, ça ne fait pas partie des consultations qui sont les plus pleines. Hein. Oui, c'est ça. Nos consultations les plus pleines, c'est objectivement les consultations mémoire. Les gens viennent principalement voir le gériatre pour les troubles cognitifs. Nos consultations de prévention, alors on les a emmenées avec... on a travaillé avec des linguistes, etc., pour essayer de justement accrocher les gens. Et donc en fait, on leur pose juste la question de « Comment allez-vous » Donc comment allez-vous à l'âge de 60 ans, c'est peut-être le bon moment pour pouvoir faire un point sur votre santé, un peu comme il pourrait y avoir aussi les rendez-vous au départ à la retraite, etc. Oui. Donc, mais en plus de tout, c'est un peu biaisé parce que ceux qui viennent en fait, aux consultations de prévention qu'on a à l'âge de 60 ans, en fait, c'est déjà ceux qui sont bien, quoi, en fait. Oui. Ils savent déjà tout. Leïla Isher, vous êtes donc directrice de cabinet, directrice des affaires stratégiques au sein du groupe IRSEM, qui est un groupe de protection sociale. Et vous avez lancé début 2024 une nouvelle stratégie d'entreprise que vous avez nommée CAD 2027. Et vous souhaitiez nous en parler. Oui. Donc bonjour à tous. Moi, je vais pouvoir peut-être vous apporter un témoignage avec un prisme que vous évoquiez tout à l'heure, qui est de dire finalement la prévention, c'est l'affaire de tous. Et les porteurs, ça ne doit pas être uniquement les soins primaires, ou en tout cas les intervenants du champ sanitaire. Donc nous, on a un groupe de protection sociale, l'IRSEM, donc on est dans le nord de la France. Et c'est quoi un groupe de protection sociale ? C'est un groupe à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de résultats, on n'a pas d'actionnaires, mais les résultats qu'on va générer, on les réinvestit au service de nos publics et on gère donc les droits sociaux complémentaires de 5 millions de personnes, donc qui sont les salariés qui interviennent à domicile. Donc les droits complémentaires, c'est la retraite complémentaire et puis leurs accords de prévoyance, le système d'indemnisation en cas d'arrêt de maladie, etc., de moments de rupture de vie. Et on a cette vocation à les accompagner tout au long de la vie puisqu'on les accueille au moment de leur entrée dans la profession. Pour rappel, nos publics, ce sont des intervenants du domicile, donc c'est l'auxiliaire de vie, l'aide ménagère, ça peut être la garde d'enfants, mais on a une spécificité quand même très forte qui fait qu'on se pose très largement le sujet, en tout cas la question de la prévention, c'est que ce sont des travailleurs isolés, non pas de DRH, donc ils sont employés directement par des employeurs, qui sont souvent des personnes âgées, en perte d'autonomie, en situation de handicap, des parents, voire des aidants. Donc employés avec un système autour du CESU+, donc une embauche directe, ce qui veut dire que tout au long de leur carrière, on est là pour les accompagner, mais il n'y a pas de DRH, il n'y a pas d'accompagnant derrière pour les aider à recourir à leurs droits, par exemple sociaux, pour faire des appels autour de messages de prévention, donc on a un rôle aussi qui est important là-dessus. C'est des publics aujourd'hui, donc ce sont des femmes principalement, pour 90% d'entre elles. Elles ont, en termes d'âge, on a une grosse proportion d'intervenantes qui ont entre 45 et 55 ans. Ce sont des âges jeunes, mais en tout cas aujourd'hui, ce qu'on observe compte tenu de la pénibilité de leur métier, il faut savoir que c'est rarement des temps pleins, des horaires décalés, donc un rythme de vie qui est quand même assez compliqué. On a beaucoup de situations de monoparentalité également. Donc voilà, elles cumulent un certain nombre de fragilités, et pour autant, le sujet de la santé aujourd'hui, elles sont très éloignées du système de soins.
On a besoin de les accompagner et on voit bien que plus elles avancent en âge, plus des incapacités se créent, il y a des soucis en termes de pathologie chronique. Donc dans le cadre de cette stratégie d'entreprise, en tout cas ça fait partie de notre ADN, donc le nouveau projet c'est de se dire comment on accompagne en termes de prévention. On avait déjà des activités de prévention, mais alors très, j'allais dire, très partielles. C'est-à-dire que c'est très descendant, beaucoup de messages de santé publique, mais pas forcément adaptés à nos publics qui ont besoin qu'on aille vers elles, finalement qu'on acculture au prendre soin. Et on a cherché, en tout cas on a identifié comme enjeu le sujet du vieillissement. Ce qu'on souhaite, nous, c'est de les accompagner tout au long de leur vie, faire en sorte quelque part qu'elles arrivent à un moment d'avancée en âge à continuer à faire ce qui est important pour elles. Et dans le vocable que vous employez tout à l'heure, dans le cadre de notre stratégie, nous, CAP 2027, il y a un mot qui est important, c'est de les en tout cas contribuer à leur mieux vivre. On ne parle pas de bien vieillir, donc on est sur une démarche qui est holistique, multidimensionnelle. Et c'est ce qui nous a rapprochés, en tout cas, de l'IHU LFH, parce que c'est vraiment, pour nous, le pionnier sur le sujet de la prévention précoce. Elle n'a pas forcément à partir de 60 ans, puisque à ICOP, on a des cohortes aujourd'hui, on suit des individus à partir de 20 ans. On souhaitait avoir, en tout cas, un intervenant, une caution scientifique forte, éprouvée, en tout cas aujourd'hui, et qui est la même définition que nous de l'accompagnement, du bien vieillir, qui est finalement, ICOP, c'est ça, hein, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est les accompagner pour leur permettre de continuer à faire ce qui est important pour eux. Et nous, finalement, c'est de contribuer à leur mieux vivre en les accompagnant tout au long de leur vie. Donc voilà, dans le cadre de cette stratégie, en tout cas, on s'est adossé à l'IHU, qu'on est content d'accompagner puisqu'on est ambassadeur, c'est-à-dire qu'on soutient en tout cas le déploiement de l'IHU parce qu'on y croit. On pense que ICOP est prometteur et pas que, il y a des activités de recherche aussi très prometteuses. On déploie ICOP auprès de nos publics, alors pas à partir de 60 ans forcément, mais nous on a un sujet qui est aussi la prévention précoce, donc on a pour objectif de le déployer plus tôt, à partir de 40 ans par exemple, et on va travailler avec l'IHU pour apprendre à mieux connaître nos publics, notamment leur relation à la santé, et voir de quelle manière finalement on peut trouver les bons leviers pour leur donner envie de prendre soin d'elles, et en tout cas les moyens de le faire, et les acculturer, donner de la visibilité à ce qui existe aujourd'hui en termes de parcours de soins. La notion d'ambassadeur, je me tourne vers vous, c'est quelque chose que vous déployez dans plusieurs domaines. Alors, au niveau de la gouvernance de cette IHU, vous avez un comité scientifique, et vous avez donc la gouvernance, et vous avez ce qu'on appelle le cercle des ambassadeurs, qui finalement sont des personnalités, ou en tout cas des structures, qui soutiennent l'IHU. Alors c'est vraiment un soutien de conviction avant tout, c'est-à-dire qu'on est tous convaincus de l'intérêt de cette IHU avec un positionnement. Aujourd'hui, c'est quand même le seul IHU dédié au vieillissement en Europe et qui n'a pas une vision de médecine d'organes, c'est ce qui nous intéresse. On est sur une approche large du sujet du vieillissement. On pense que c'est pas qu'une affaire de physique ou d'approche clinique. Il faut prendre en compte les liens psychosociaux, l'environnement, etc. Et quand on est ambassadeur, finalement, on soutient l'IHU, on l'accompagne et on s'engage à le promouvoir également, faire des retours d'expérience de ce que nous-mêmes on aura testé pour essayer d'emmener nos pairs ou d'autres partenaires sur le sujet de la prévention, en tout cas du déploiement d'ICOP. Ça, j'imagine, Bertrand Fougère, que c'est quelque chose pour vous qui est important, parce que vous posiez aussi la question comment impliquer davantage les personnes elles-mêmes. Hein. Là, finalement, on les touche beaucoup plus tôt. Ah bah, de toute façon, quand on va impliquer les gens, ce que je disais, de plus en plus tôt, ça sera de mieux en mieux. Et c'est sûr que, je le dis souvent, l'IHU, pour revenir sur ce qui est dit, c'est notre locomotive du train sur le national, et en tout cas moi je parle que pour le national, mais c'est vraiment notre locomotive pour avancer derrière sur les projets comme le projet ICOP, et donc toute l'expérience qui est emmagasinée à ce moment-là, elle nous permet derrière, nous les wagons, d'être accrochés à la locomotive, quoi. Est-ce que ces données sont évidemment recueillies, partagées ? L'IHU a vraiment pour mission, bien sûr, de recueillir les données, mais aussi, bien sûr, de les partager, de les mettre à disposition. Ça, c'est le propre même, oui. La plateforme de partage. De la notion de partage, absolument. Frédéric, vous êtes Frédéric Garlot, c'est directrice nationale de l'action sociale de l'assurance retraite. Qu'est-ce que fait l'assurance retraite dans ce développement d'ICOP ? Ce qu'on fait, en tout cas, ce programme, pour peut-être aussi partager, faire un pas de côté et dire d'autres choses sur ce programme que ce qui a été dit, même si beaucoup a été dit. Ce en quoi il est intéressant, les programmes de l'OMS, ils ont cette force et cet avantage qui font déjà l'objet d'un consensus scientifique. Et c'est déjà réellement une force, parce que dans le milieu de la connaissance scientifique, et c'est vrai aussi pour le vieillissement, il peut y avoir une petite tendance à ce que chacun finalement soit convaincu
que son programme, sa démarche est la bonne. Donc déjà, c'est vrai qu'on a cette force qui est un programme qui est sur un champ mondial par l'ensemble des gériatres, des gérontologues, des scientifiques, validé comme étant une approche solide. La deuxième chose, c'est que l'OMS, finalement, a des démarches de validation, de promotion de programmes que dès lors que ceux-ci, normalement, peuvent trouver à se déployer en tout point du globe. Ça veut dire qu'on est sur des programmes qui sont relativement universels et faciles à mettre en œuvre, puisqu'ils sont validés dès lors qu'ils trouvent leur place aussi bien dans des pays en voie de développement que dans des sociétés beaucoup plus développées. Donc ça, c'était vraiment deux aspects qui nous intéressaient, parce que la France n'est quand même pas complètement un pays simple dans sa relation au vieillissement, à la santé. C'est simple dans aucun pays, mais qui est quand même qui parle beaucoup de prévention, mais qui est centré sur le curatif et sur l'approche médicale. Et le dernier avantage de ce programme de l'OMS, et c'est ce pourquoi finalement l'assurance retraite s'y est intéressée de près, c'est de dire que dans un monde qui vieillit, si on veut accompagner ce vieillissement, si on veut essayer d'améliorer l'espérance de vie sans incapacité, en bonne santé, etc., ça ne pourra pas être quelque chose, un enjeu, un défi qui pourra être pris en charge par les professionnels de santé. C'est un enjeu social, sociétal, économique, humain, et si on attend de la médecine ou de l'approche thérapeutique et biomédicale d'améliorer les réponses par rapport au vieillissement, on ne réussira pas la transition démographique. Et c'est vrai que la prévention, vue de la fenêtre qui est la branche retraite, les personnes qui sont les plus éloignées de la prévention sont aussi les personnes qui sont souvent les plus éloignées des acteurs de santé, qui en revanche ont des relations et des interactions plus nombreuses avec les acteurs du champ social et du champ médico-social. Et donc pour nous, le point de départ, c'était de se dire on a un programme qui vise de la prévention primaire, qui poursuit l'ambition de déjà mieux informer la population et le grand public sur ce qui est essentiel pour agir sur son vieillissement, convaincre l'ensemble des individus que la réponse ne viendra pas uniquement de la réponse en santé, mais le premier levier, c'est le levier que chacun d'entre nous sera capable d'activer. Et finalement que cette démarche, il y a des moments de la vie où c'est des moments un peu clés pour travailler et développer ce capital. Par exemple, vous avez, pardon, je pars un peu dans tous les sens, mais je vais répondre à votre question, mais vous avez dit finalement, mais est-ce que les personnes ont envie de savoir quand elles vont être confrontées à une maladie neurodégénérative, à Alzheimer, etc. Mais en fait, en l'état de la science, on pense aujourd'hui que finalement, quand c'est diagnostiqué, il n'y a rien à faire. En tout cas, qu'il va y avoir un processus long et on pense que c'est irrémédiable. Mais par exemple, moi, je me souviens très bien qu'il y a 15 ans, j'entendais, et c'était un fait, qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui étaient atteintes de maladie d'Alzheimer que d'hommes. Et finalement, on nous disait que c'était sans doute quelque chose qui pouvait s'expliquer en fonction du genre. Et puis, on progresse et on a découvert, par exemple, que plus finalement on était sur des générations où les femmes travaillaient, et plus finalement on constatait que le risque de maladie Alzheimer diminuait. Donc aujourd'hui, on a l'intime conviction que beaucoup dans le vieillissement, et en tout cas dans la dépendance, qui est ce que tout le monde souhaite éviter, et pour sa qualité de vie, et pour ses proches, etc., beaucoup n'est pas une fatalité, beaucoup peut être pris en charge. Et donc en fait, nous, on a vraiment décidé de s'intéresser à ce programme en se disant que nous, on a une approche du vieillissement où on travaille beaucoup avec les acteurs sociaux des territoires,
finalement les centres sociaux, tous les travailleurs sociaux qui sont ceux qui sont en contact des publics les plus fragiles, avec les acteurs, tous les professionnels du domicile, et puis on est l'opérateur qui sert et verse la retraite de base de la sécurité sociale à un âge qui est assez clé et qui s'accompagne d'opportunités mais aussi de risques, puisque le passage à la retraite, c'est un changement d'état profond, c'est des bouleversements profonds. Le terme ajoute dans la difficulté de passer cette étape, puisque en lui-même, le terme retraite, en termes d'injonction, est assez terrible. Mais la retraite, finalement, on a une probable baisse des interactions sociales, parce que fort heureusement pour une partie des personnes, elles sont en activité jusqu'au moment où elles partent à la retraite. Et du jour au lendemain, quand on cesse cette activité, on a une baisse des interactions sociales. On a quand même, pour une majorité de personnes, une baisse de revenus. On a un changement dans les représentations sociales qu'ont les autres de ce qu'on apporte en termes d'utilité sociale, en termes de rôle dans la société. Et on a soi-même, du coup, une image de soi qui évolue. Donc ce moment du passage à la retraite, y compris d'ailleurs par rapport aux recommandations de l'OMS, c'est le bon moment pour diffuser, essayer de participer à la diffusion d'une plus grande culture de prévention dans ce pays. Et le pari qu'on a fait, c'est d'essayer de mobiliser ce programme qui est très simple, comme ça a été dit par les équipes de l'IHU, puisque finalement on est sur des capacités simples qui peuvent être évaluées facilement, et c'est de rendre accessible l'information sur ce qui participe de la consolidation de ces capacités à un moment où, comme le disait le professeur, pour l'immense majorité de la population, elle en dispose de capacités qui sont encore robustes, et ces capacités, on peut les consolider, les renforcer, les conforter, et c'est vraiment de former les acteurs du champ social et médico-social pour qu'ils participent du déploiement de ce programme et laisser les professionnels de santé sur les parties aval qui sont vraiment le parcours. Et en fait, le I de ICOP ou de ICOP, c'est vraiment ça, c'est le côté parcours, mais intégré. Et il y a tout l'objectif qu'il peut mobiliser dans une société qui doit accompagner un vieillissement, qui doit se transformer. Il peut mobiliser, il peut être un levier pour décloisonner le rôle de chacun des intervenants et des acteurs dans le champ de l'âge. Donc nous, ça a été vraiment le souhait de se dire comment, à notre niveau, on intègre ce programme dans une démarche. On sait évaluer la fragilité, on sait apporter un certain nombre de réponses en aide, pas en soins, hein, chacun à sa place, mais à des personnes qui ont des difficultés dans la vie quotidienne à domicile. On sait freiner un certain nombre de fragilités, mais par contre, en amont, on est dépourvu d'approches scientifiques, d'outils simples, alors que c'est à ce moment-là, finalement, que la prévention est la plus facile, parce que tout va bien, et qu'il vaut mieux, finalement, entretenir ce tout va bien, plutôt que de commencer à entrer dans un parcours de prise en charge quand on a une fragilité installée. Donc pas de frilosité. C'est ce que vous appelez le programme NACRE, ou bien c'est encore autre chose? Alors NACRE, c'est auprès des professionnels du domicile. Voilà. NACRE, c'est vraiment un des pans de cette stratégie, c'est de se dire qu'on passera à côté du déploiement si c'est les professionnels de santé. Et vous l'avez dit, de toute façon, les professionnels de santé, ils sont plutôt dans de la prise en charge. Et donc l'idée, c'était de se dire que même si ce programme vise plutôt des personnes au moment du passage à la retraite, donc normalement, pour l'immense majorité, on n'a pas besoin d'aide à domicile quand on est dans le passage à la retraite. Il n'empêche que si on veut générer de la culture professionnelle sur ce que c'est que la prévention, sur ce que c'est qu'une fragilité, si on veut outiller ces professionnels sur l'acquisition et l'intégration dans leur pratique professionnelle de réflexes de prévention, pour nous, le programme ICOP, c'est un moyen simple de les former et de travailler des messages à dire d'experts sur ces grandes capacités qui ont été évoquées, pour qu'elles soient autant de relais, aussi bien pour détecter que pour accompagner. La prévention, il faut en faire jusqu'au bout de la vie, même des personnes qui sont très dépendantes. On a tous des ressources capacitaires qui demeurent jusqu'au dernier souffle de la vie. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que, y compris les professionnels du domicile qui sont présents à côté de personnes fragiles, elles soient
connues, reconnues et en capacité de travailler sur les ressources encore actives de ces personnes-là et qu'elles participent plus globalement de l'accompagnement, du vieillissement à plus grosse échelle, qu'elles soient un trait d'union avec les professionnels du soin. Donc c'est vraiment un des pans. L'objectif, c'est progressivement aussi, au-delà du seul champ de l'aide à domicile, tous les opérateurs aujourd'hui, les structures de proximité qui sont dans les territoires, que sont encore une fois les centres sociaux, des associations comme les Petits Frères des Pauvres, comme les Restos du Cœur, comme même des opérateurs type d'ateliers comme Ciel Bleu sur de l'activité physique, sur de la nutrition, etc. Ces opérateurs, il faut aussi massivement les former pour qu'ils puissent, sur des personnes qui ont 70, 75 ans et qu'on voit dans ces programmes, qui ne sont pas ceux dont on a prioritairement besoin de les avoir, ceux-là, de pouvoir s'appuyer sur les opérateurs pour qu'ils soient promoteurs du programme, qu'ils en parlent, qu'ils diffusent de la connaissance et qu'ils invitent les personnes à avoir une démarche active de prévention. C'est un peu une espèce de stratégie du ruissellement qui est de se dire que plus on va finalement partager la connaissance et former sur ce programme, plus on va générer de la connaissance et on va générer des réflexes. Et puis après, comme on est l'interlocuteur incontournable entre, je n'ose plus dire, puisque maintenant il y a X âge de départ à la retraite, mais on va dire entre, pour l'instant, de 60 à 67 ans, on délivre la pension de retraite de base. On a cette volonté et on travaille avec l'IHU qui a développé des outils très simples d'utilisation, notamment une application qui peut être téléchargée qui s'appelle iCop Monitor et qui permet en fait d'être dans une démarche active via l'auto-évaluation. On souhaite vraiment diffuser en population générale au moment du passage à la retraite une incitation à télécharger pour le plus grand nombre, ceux qui sont valides, solides, utilisateurs du digital, cette application, et tous les 6 mois, y consacrer 10-15 minutes. C'est le meilleur moyen de prévenir l'apparition des fragilités et de mettre en place des actions qui vont bien, qui sont non invasives, non médicales, au bon moment. C'est intéressant alors qu'on connaît un véritable déficit. Je vous regarde de médecins aujourd'hui, avec cette désertification médicale vraiment qui s'accélère aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de rendre chacun aussi au maximum acteur de sa santé. C'est ce que je comprends. Et en plus, dans l'histoire du décloisonnement, c'est que justement, avec des relais, le fait d'avoir des ressources humaines soignantes, pas que médicales d'ailleurs, qui ne vont pas non plus s'améliorer dans les prochaines années, et en plus le besoin va être supérieur, donc ça ne va pas non plus s'améliorer dans ce sens-là. Il y a 2 clés, c'est la coordination des acteurs entre eux, et justement un programme comme iCop, il aide à la coordination des acteurs entre eux. Et là, je prends une petite casquette un peu numérique, mais justement, le numérique va aussi nous aider à permettre cette coordination des acteurs entre eux, puisque là, on va du secteur social, de l'aide à domicile, aux soignants, et je vais même aller plus loin. Celui qui a justement des performances physiques qui pourraient être un peu altérées, il faut aller jusqu'à réfléchir avec les clubs sportifs qui peuvent être sur les territoires, sur comment ils pourraient proposer un cours de canoë, de basket ou je ne sais quoi, justement impliquer aussi toutes les collectivités. Donc il y a vraiment toutes ces coordinations de tous les acteurs dans la démarche du parcours du programme iCop. Très bien. Moi, j'aurais ajouté peut-être aussi se saisir de toutes les opportunités de contact pour faire ce que vous appelez STEP1, qui est finalement le dépistage de premier niveau. Moi, je me souviens, pendant la crise sanitaire des pompiers en Occitanie, à Toulouse, me semble-t-il, qui administraient le vaccin et qui en profitaient, c'est une anecdote, mais je trouve qu'elle est pleine de sens, qui en profitaient pour administrer, parce que finalement, on n'a pas besoin forcément d'avoir l'outil avec le formulaire papier, qui faisait faire de l'auto-évaluation d'ICOP. Voilà, j'imagine un peu le sujet, mais c'est se saisir de toutes les opportunités de contact, et comme vous le disiez tous les deux, finalement, c'est au-delà de la coordination du champ sanitaire, médico-social, c'est tous les acteurs finalement en contact de la population générale, les sensibiliser sur le sujet de la prévention et mettre en évidence un outil finalement qui est simple et qui permet vraiment d'agir précocement. Moi, j'ai l'inverse. Donc, une participante à iCop qui a sa maman qui a eu la maladie Alzheimer, et elle se surveille avec iCop parce que, voilà, justement, elle veut rester en bonne santé, et surtout, si on repère quelque chose, c'est pouvoir intervenir le plus précocement possible. Donc, voilà, c'est tout le principe.
Et surtout aussi d'amener le bon patient au bon moment, au bon médecin. Et ça, on n'en a pas parlé, et c'est l'énorme plus-value du programme ICOP. Donc on ne surcharge pas les professionnels, mais vraiment on l'amène au bon moment et on alerte le médecin au bon moment. Des chiffres, des retours. Donc on va arriver à 62 000 participants dans le programme. On a franchi cet été les 100 000 évaluations, donc on arrive aux 103 000 évaluations. Donc, comme on l'a dit, quand on a initié le déploiement, on a vraiment intégré le fait que donc, le senior devienne acteur de sa santé. Donc, il y a cette partie où la personne, quelle que soit où qu'elle habite, en fait, peut s'auto-évaluer. Donc, télécharger l'application et réaliser le test qui prend 15 minutes. Et donc, nous, en Occitanie, donc, on a déployé cette plateforme donc, d'infirmières. Donc, quelqu'un qui s'auto-évalue, qui habite près de la montagne, dans un territoire isolé, il s'auto-évalue. On reçoit ses résultats et donc, dans les 24-48 heures, il sera rappelé par une infirmière, voilà, pour vérifier. Donc, si par exemple, il déclare avoir perdu du poids, si c'est une alerte, ce qu'on appelle vraie, ou aussi ça donc, nécessite de mettre en place donc, une évaluation plus approfondie. Au niveau chiffre, on a pratiquement 13 000 professionnels de santé aussi qui participent. Donc au niveau, donc ça c'est notre, vas-y au niveau national. 220, on accompagne 220 équipes, donc ce sont surtout des communautés professionnelles de territoire de santé qui déploient ICOP. Et en dehors de ceux qui expérimentent dans l'article 51 dont on a déjà parlé avec Bertrand Fougère. Voilà, une question. Est-ce que vous parlez fort ou bien je vous apporte le micro? Quand le bilan est fait, on voit les manquements. Est-ce qu'il y a assez de professionnels pour répondre à ces manquements? C'est la question que j'hésitais à poser. Alors, vous avez presque la réponse dans votre question, puisqu'on sait très bien qu'il en manque un peu partout, et ça n'empêche que c'est ce que je disais un petit peu, l'idée c'est d'avoir un réseau aussi de professionnels de santé formés, parce qu'il y a une formation justement, quand même au step 1 et au step 2 d'ICOP. Ça n'empêche que les professionnels de santé font déjà aussi des choses, quand même, initialement, avant ICOP, ils faisaient quand même déjà des choses, faut pas non plus leur lancer la pierre. Après, ça dépend des fonctions à évaluer. Enfin, moi, je vais parler pour notre territoire, mais c'est plus difficile pour nous, par exemple, de faire un audiogramme pour quelqu'un qui a, par exemple, un trouble auditif, que de trouver une consultation mémoire, en l'occurrence. Donc, ça dépend quoi. Après, c'est le rôle. Enfin, nous, on a aussi les plateformes avec les infirmières qui nous aident quand même aussi à accompagner et le médecin traitant et la personne, parce que c'est pas un patient, dans son parcours de soins. Mais en effet, c'est ce qui est dans un cadre, là pour l'instant, expérimental de l'article 51 avec des ressources. Ça a été dit aussi financière, il faut se le dire. C'est comment ça va se passer quand demain, il faudra le déployer sur l'ensemble du territoire, partout, etc., dans des territoires qui sont aussi encore plus éloignés en termes de ressources. Il va falloir aussi travailler, je pense, la télémédecine, les téléconsultations, avec les téléconsultations, la téléexpertise, etc., pour pouvoir mailler aussi l'ensemble de notre territoire et pouvoir offrir quelque chose aussi d'harmonisé pour tout le monde, partout, quoi. C'est un des challenges d'ICOP aussi. Et peut-être, moi j'ajouterais, après quelques années à l'action sociale, parfois la tentation est forte de se dire que tant qu'il n'y a pas la réponse et le parcours qui va bien, il faut travailler sur la construction de ce parcours avant d'y aller. J'ai pris un certain recul et un peu de hauteur par rapport à cette position, parce que souvent, finalement, si on attend beaucoup trop longtemps. Et donc, ce que je crois aussi, c'est que ces expérimentations, elles ont mis des moyens financiers sur la table, qui ont suscité des organisations et qui ont montré que c'était possible d'apporter une réponse coordonnée. Si ça s'arrête, plus finalement le programme va se diffuser en population générale, plus ça va obliger les pouvoirs publics et les acteurs de santé à apporter une réponse aussi, même si à un moment la couverture ne sera pas optimum. Donc c'est pas complètement satisfaisant, mais si on attend, ma conviction maintenant, c'est que si on attend
que le territoire soit maillé avec des infirmières, des organisations des CPTS partout qui savent opérer les étapes 2, 3, 4, 5 qui vont bien, peut-être qu'en 2065, on pourra commencer à se dire que le programme est déployé. Je reviens sur c'est l'histoire de la mobilisation des professionnels dont on parlait tout à l'heure. Enfin, plus les gens vont être moteurs, plus les professionnels vont se mobiliser. Hein. Enfin, quand les gens vont finir par venir voir leur médecin traitant en disant en fait j'ai fait le programme ICOP, maintenant je fais quoi, j'en suis où, à force le médecin il va le voir une fois, il va dire mince, je sais pas de quoi elle me parle. Deuxième fois il va dire faudrait peut-être que je me renseigne et que j'aille regarder un peu ce qui se passe, et troisième fois il va se former quoi. Donc il faut que les gens soient moteurs aussi de leur propre santé. Frédéric Garlot, vous vouliez nous donner une piste concrète. Oui, simplement vous dire qu'avec l'équipe de l'IHU, l'année dernière, on s'est dit que donc au-delà de finalement diffuser auprès des acteurs sociaux, des acteurs du médico-social, etc., l'enjeu, c'était déjà de pouvoir permettre à vous, à chacun, plus jeune ou plus âgé, d'avoir une information simple, accessible, et de savoir comment soi-même on peut finalement décider d'entrer dans ce programme. Et donc on a travaillé au développement d'un site internet entièrement dédié au grand public, simple, puisqu'en fait c'est icop.fr, et sur ce site vous retrouverez de façon la plus facile à comprendre, puisqu'il a été travaillé dans une approche facile à lire et à comprendre, donc une approche la plus universelle possible pour le grand public, tout ce qu'il est utile de savoir et la manière finalement d'être acteur par rapport à ce programme et de s'en saisir à l'échelle de chacun des individus. Donc voilà, simplement vous inviter, si vous avez été intéressé et si vous pensez finalement que vous avez envie de creuser, mais de manière très simple et accessible sur ce programme, vous dire que c'est une ressource qui existe et qui est un peu ICOP pour les nuls. Très bien, moi ça me va parfaitement. ICOP.fr. En plus, même pour la mémoire, c'est parfait. Voilà. On n'a pas dit ce que ça voulait dire ICOP. Je sais qu'en anglais, ça veut dire avoir le hockey. Alors, oui, et en même temps, ça veut dire aussi autre chose. ICOP, c'est Integrated Care for Older People. Older people, d'accord. Donc c'est bien quand même. Programme de soins intégrés. D'accord. Par curiosité, combien de personnes vont aller regarder icop.fr dans les jours prochains, heures prochains? Bon, écoutez, c'est pas mal. Hein. Mais c'est que les autres connaissent déjà. Oui, non, mais absolument, j'ai noté. Parce que au départ, pour commencer, j'avais demandé qui connaissait. Et je vois que ce ne sont pas les mêmes mains. Voilà. Donc, écoutez, on a peut-être en tout cas mis des petites graines. Hein. On en a ajouté en tout cas. En tout cas, si on a été complet et si il n'y a pas de regret de votre côté, je voudrais vous remercier, puis remercier notre public aussi. Merci à vous.